Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 3 de cette année-là. Vous connaissez le principe, c'est l'émission qui est en alternance avec le plus d'éléments, qui présente effectivement, et on va voir la petite couverture du nouveau numéro d'éléments qui est en kiosque actuellement. Donc vous connaissez le principe, 3 dates qu'on va vous présenter, une chanson, un film, un événement. Donc au sommaire, on va commencer sobre en 1973 avec la sortie du livre L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Ensuite, 1975, le film de Yves Boisset, Du pour la joie. Et nous finirons en chanson, comme dans toute bonne émission de télévision française, avec God Save the Queen des Sex Pistols. Voilà un sommaire sobre, neutre. Ça va être la nouvelle tendance de l'émission, devenir sérieux. Vous avez vu, maintenant, j'ai une petite tablette. Ça, c'est grâce à votre argent et à vos dons à TV Liberté. Donc, il a fallu faire du changement dans l'équipe, parce que comme on fait sobre, on a viré les rigolos, les provocateurs. Donc, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois sur ce plateau Nicolas Gauthier, que nous avons piqué à notre ami Martial Bild entre deux bistrots. Enfin, je parle de bistrot de Liberté. Bonjour Nicolas, très content de vous avoir dans l'équipe. Vous allez voir... Ici, c'est du très, très, très haut niveau. C'est un peu l'annexe du Collège de France. Vous allez voir, c'est... On touche pas mon poste, non? Ouais, on est assez brillant quand même sur le plateau. Et un autre nouveau, mais enfin que les gens de TV Liberté connaissent, c'est François Bousquet, rédacteur en chef d'Éléments, en gros mon patron, et bien sûr auteur du fameux La droite buissonnière aux éditions Rocher. Bonsoir François. Et puis deux habitués, ceux qui sont restés, Christophe et Thomas, qui sont tous les deux rédacteurs à la revue Éléments. Voilà, on se dépêche pour rentrer dans la décennie des années 70, avec pour commencer l'année 73. 1973, une année de crise, le choc pétrolier, le 11 septembre. Non, aucun avion s'écrase sur les Twin Towers en 73, mais c'est le coup d'État militaire du Chili, organisé par la CIA. Et le plus marrant, c'est qu'en 73, un mois plus tard, le 16 octobre, le prix Nobel de la paix est attribué à qui? À Henry Kissinger, celui qui a organisé ce fameux coup d'État. Mais je pense que c'est pas pour ça. C'est aussi 73 la mort de Bruce Lee, qui a été un véritable drame, il faut le savoir. Par contre, en France, c'est une véritable bombe littéraire qui explose en pleine union de la gauche. C'est L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Alors François, vous allez nous présenter ce livre. Quand en 73 sort L'archipel du Goulag, Solzhenitsyn n'est pas un inconnu, il a déjà sorti beaucoup de romans. Pourquoi ce livre a bouleversé littérairement et politiquement le monde des idées, et surtout en France? Parce qu'il sort d'abord en France sous l'enseigne des Éditeurs Réunis, qui était une maison d'édition de Russes blancs, enfin d'émigrés. Il va d'abord paraître en russe fin 73, et conjointement, et quelques semaines après... Il est passé par... clandestinement. Il est passé clandestinement, sous forme de microfilm. Ce serait même tout un roman à écrire autour de la parution, la publication et la sortie de Russie, enfin du RSS, de l'archipel du Goulag. Pourquoi il a produit un tel choc? En réalité, la littérature sur les camps est quand même assez renseignée. Elle est renseignée depuis les années 1920-1930. Rappelez-vous ce que j'ai vu à Moscou dans le merveilleux bouquin d'Henri Béraud, merveilleux reportage de Béraud, les romans et les témoignages de Victor Serge, de Staline, de Boris Souvarine ou le Mea culpa de Céline. Mais on attendait vraiment le chef-d'œuvre. Et on attendait bien sûr que le rapport de puissance, le rapport de force entre les Russes et les Américains se renverse. Or, au seuil des années 70, il se renverse. Qui est Solzhenitsyn? Solzhenitsyn est un phénomène unique, sans exagération ni superlative dans la littérature mondiale. C'est au fond un personnage biblique au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il a guidé, conduit son peuple à travers la nuit historique qu'a été le communisme. Et ce livre-là va avoir une influence absolument exceptionnelle, mais surtout hors de Russie, puisque les Russes n'auront pas le lire, ils vont le lire une fois que la perestroïka aura été consommée. C'est 1600 pages, en fait. 1600 pages de témoignages sur ce qu'on appelait les Zeks. Les Zeks, c'était les déportés, les bagnards, enfin tous les politiques. Et Dostoïevski va s'en faire... Dostoïevski, pardon, mais c'est un lapsus assez révélateur, puisque c'est vraiment dans cette filiation-là que s'inscrit Solzhenitsyn, celle de Tolstoï et Dostoïevski. Solzhenitsyn va s'en faire à la fois le scribe et le récitant, ou le coryphée, pour reprendre une image du théâtre tragique. Et l'archipel, c'est le monument aux morts.
croix. C'est la croix plantée sur ce qu'on appelait la Kolyma. La Kolyma, c'est une région sibérienne où étaient déportés sous Staline la plupart des dissidents. Mais encore plus qu'un mausolée, encore plus qu'une croix plantée sur la Kolyma, c'est un enfer et un paradis, au sens que Dante a donné à ce terme. C'est-à-dire qu'on va traverser un à un les cercles de l'enfer concentrationnaire avant de déboucher sur la lumière. Et simplement, c'est pour souligner à quel point la Russie est le pays des géants, qui nous a donné, le lapsus était révélateur de Dostoïevski et Tolstoï, et sans exagération aucune, Solzhenitsyn s'inscrit dans cette tradition, et donc il va révéler au monde quelque chose que le monde connaissait mais ne voulait pas voir, et que le rapport de force autorise désormais à mettre sur la table, c'est le Moloch, l'extermination par le Moloch soviétique de dizaines de milliers, sinon de centaines de milliers de Russes. Alors, la polémique en France va être énorme, parce que la polémique va même commencer avant qu'on puisse le lire, parce que la première édition qui va sortir en France est en russe, on ne l'a pas encore traduit, et déjà le Parti communiste est à l'affût, Solzhenitsyn va être considéré comme un traître, parce que dans le livre, il fait un portrait de l'officier russe qui était passé chez les Allemands pendant la guerre, donc ils vont se servir de ça. En fait, derrière, c'est le pouvoir de Moscou qui leur a donné les nouvelles. Et ceux qui vont le défendre, ça va être d'un côté le Nouvel Observateur, journal de gauche, et aussi les nouveaux philosophes. Pendant que les partis socialistes aussi est très gênés parce qu'eux, ils font l'union de la gauche. Alors, et ce livre les divise. Voilà, donc le PS, en effet, est très gêné puisque s'il y a le programme commun, donc Mitterrand ne dit rien ou sinon accable le Solzhenitsyn. Les gens qui vont défendre Solzhenitsyn, c'est ce qu'on a appelé la deuxième gauche. En gros, pour faire simple, les rocardiens, et à travers un organe de presse, centre d'organe de presse, qui est le Nouvel Observateur, avec des gens qui venaient de la revue Esprit, comme Jean-Marie Doménac, Jean Daniel, qui est toujours patron de l'Obs, François Furet, passé par le communisme et qui est un grand historien de la Révolution française. Donc ces gens-là, la deuxième gauche, va au contraire s'emparer de l'archipel du Goulag pour dénoncer ce qu'ils vont appeler, ce que les nouveaux philosophes, ceux qu'on n'appelle pas encore les nouveaux philosophes, vont appeler la pensée antitotalitaire. Et ça coïncide avec la naissance de ce qu'on va appeler ce courant de philosophie, et la nouvelle André Glusman, l'inénarrable BHL. BHL, un petit aparté, parce qu'il faut quand même souligner la chose, il avait déjà à l'époque sa permanente, et je le compare à l'époque, si vous regardez les photos, quand il apparaît chez Pivot, c'est le grec le millionnaire de la philosophie, alors qu'aujourd'hui c'est une vieille diva fanée, mais à l'époque c'est un bellâtre. Et ils vont, c'est très curieux, c'est avec 20 ans d'avance au fond, ces nouveaux philosophes qui vont défendre sur un malentendu Solzhenitsyn et son œuvre, sont déjà des non-conservateurs. En réalité, ce qu'est la nouvelle philosophie, les gens qui défendent étonnamment Solzhenitsyn ne sont que des attachés d'ambassade. Ce sont les attachés d'ambassade américaine. Et ça, les dissidents ne le voient pas. J'ai eu l'occasion de travailler longtemps à l'âge d'homme avec des dissidents, de rencontrer Alexandre Zinoviev, qui est un des grands dissidents quasi légal de Solzhenitsyn. Et il se comparait, Dmitrievitch, Zinoviev, à la figure du général romain dont Shakespeare a tiré une pièce de théâtre, patricien qui s'est retourné contre la plèbe et contre Rome, le général Coriolan. Et en réalité, ils ont été Coriolans dans cette affaire, puisque on a cru que BHL et les autres dénonçaient l'anticommunisme. En réalité, c'était par russophobie. C'était la russophobie qui les animait. Nicolas, vous avez bien connu cette époque, vous êtes un des plus âgés sur le plateau. Merci, toujours un plaisir. Toujours très sympa. Un petit mot gentil. Un petit mot gentil pour commencer. En dehors du témoignage de l'archipel du Goulag, qui avait déjà été, François a parlé par exemple de Kravchenko et de son style, la révolution de Solzhenitsyn, elle est littéraire, mais qu'est-ce qui fait une différence avec déjà ce qui avait été écrit sur le Goulag et sur la Russie? Il y a deux différences déjà, effectivement, c'est que ce n'est plus qu'un témoin, c'est un témoin, mais c'est aussi un immense écrivain. François l'a très bien rappelé. Et aussi, il arrive au bon moment. C'est le bon livre au moment où il faut, même s'il y a effectivement un malentendu. Parce qu'un Bernard-Henri Lévy dira ensuite pique-pendre de Solzhenitsyn quand il aura vraiment lu, quoi. En dehors des contingences politiques de l'époque. Mais ce qui est fascinant dans tout ça, dans l'aveuglement aussi d'une certaine gauche communiste à l'époque, c'est qu'on refuse de croire certaines choses alors qu'on les voit. C'est très frappant. Il y a eu un livre de Vladimir Volkov, son livre quasiment posthume, qui s'appelle « La désinformation vue de l'Est ». Et on reste dans le même sujet en ce sens, où effectivement il y avait une désinformation soviétique, il y avait un impérialisme soviétique, mais ça nous a empêché de voir ce qu'était la désinformation venue du bloc de l'Ouest, leur impérialisme, et le communisme qui refuse en quelque sorte l'évidence,
Son cousin ou son frère jumeau, c'est l'Américain qui n'aime pas entendre effectivement que l'opération Condor, où on va assassiner, renverser des généraux, des hommes politiques sud-américains au seul motif, c'est pas qu'ils soient communistes, c'est qu'ils ont envie simplement de mener une politique indépendante. C'est des choses qu'on ne voit pas, comme on ne voit pas que les États-Unis ont toujours été en guerre depuis leur fondation. C'est un pays qui s'est fondé sur un génocide, mais comme on ne voit pas non plus que la République française est arrivée au pouvoir par la force et maintenue par la terreur. Donc ça fait partie des choses qu'on ne veut pas voir. Et comme après expliquer à des gens de droite que Solzhenitsyn était un antilibéral, anti-américain, eh ben, ils ne voulaient pas le croire non plus. Donc je pense que l'aveuglement que ce type d'événement suscite est assez intéressant à observer. Rapidement, Thomas, Christophe, un mot sur Solzhenitsyn. Moi, je retiens le mot de malentendu que François Bousquet a utilisé. C'est un vrai malentendu dans le soutien des nouveaux philosophes, qui va apparaître au grand jour quand Solzhenitsyn va prononcer son discours d'Harvard en 1978. Ça, c'est vraiment un moment clé où il déclare devant des étudiants d'Harvard médusés votre civilisation, votre intelligence est libre, mais sans courage. Vous vivez dans un vide spirituel et je ne conseillerais pas à mon pays, une fois qu'il aura recouvré sa liberté, de suivre votre exemple. Et ensuite, donc, le cas Solzhenitsyn va devenir de plus en plus gênant pour les intellectuels libéraux. Il y aura l'épisode en 93 de la commémoration de Vendée, avec Philippe de Villiers. Et finalement, Solzhenitsyn mourra en 2008 sans représentant français lors de ses obsèques. Christophe, un mot, mais très rapide. Oh, quel ennui, quelle fatigue, quel ennui. Je sais que vous êtes très critique, Solzhenitsyn, aimable comme une porte de prison, sexy comme une banane trop mûre écrasée, qui a écrit ce grand prix Nobel, martyr et saint, qui a écrit une journée particulière des cancéreux de l'archipel, d'Ivan Andouillovitch, des cancéreux de l'archipel, l'homme seul enfermé qui souffre. Moi, j'ai envie de poser juste rapidement la question à François. Qu'est-ce que ça vaut? C'est bien littérairement, François? C'est un grand écrivain, ce film. On n'a pas le temps. À ce moment-là, il faut jeter Tolstoï, Dostoïevski, Gogol et tous les autres. Mais pourquoi pas jetons Solzhenitsyn? Mais c'est un grand écrivain. C'est un grand écrivain. C'est un autre débat. Et on va passer. Oui, il n'y a pas de débat dans notre émission, ça ne va pas être possible. Passons maintenant, après l'année 73, à l'année 75, vous allez voir, c'est comme ça. 1975, on va parler un peu de cinéma. On aurait pu vous parler de Barry Lyndon, de Vol au-dessus d'un nid de coucou, du Vieux fusil, des Dents de la mer, de la Tour infernale. Eh bien non. Nous, on a pris une bonne grosse comédie, bien française, bien rigolote, avec Jean Carmé, Robert Castel, Pierre Tornade. On va essayer de trouver une photo, je pense que elle est là. Je suis sûr que vous le connaissez. Pierre Tornade, c'est un grand acteur, un second rôle extraordinaire. Ça a été la voix d'Obélix pendant des années, toute mon enfance. Christophe, je délire un peu, mais le film dont on va parler, c'est Dupont-la-Joie. Et c'est un peu le Canada Dry. Hein. Ça commence comme une comédie, c'est pas vraiment une comédie. Alors présentez-nous un peu le film et surtout son pitch, comme dirait le grand philosophe Thierry Ardisson. Alors oui, Patrick, alors Dupont-la-Joie, c'est 74, 75, 74. C'est 75, j'ai vérifié. 75. Alors c'est censé être une comédie dramatique. Alors c'est assez peu comique et passablement dramatique. On est dans un camping près de Palavas, avec des Français moyens, une jolie brochette de Français moyens, incarnés par effectivement Carmet, Victor Lanoux, qui a un rôle extraordinaire de beauf ancien d'Algérie avec une casquette Bijard. Vous avez Louis Rego, vous avez Castel, comment s'appelle-t-il, qui est un pied noir. Robert Castel, ouais. Qui lui était un rôle de pied noir, réellement pied noir. Et donc c'est un camping, la France moyenne, des caravanes, des boutiquiers, des cafetiers. Jean Carmet est un cafetier à Paris. Camping caravaning, sympathique. Et puis il y a un drame, un fait divers, c'est que Jean Carmet se trouve un petit peu près de la plage dans les marais avec la très jeune et très jolie Isabelle Huppert, et un drame épouvantable arrive, il essaye un peu de la malmener et elle meurt. Elle meurt, c'est terrible, et il se trouve qu'à côté de ce camping de Français moyens, il y a des baraquements construits par un promoteur plus ou moins véreux, et les travailleurs sont des travailleurs immigrés algériens. Et donc, en fait, il y a une espèce d'énorme scandale, puisqu'on s'en prend aux travailleurs algériens, qui sont forcément l'auteur de ce crime, et effectivement, il y a des ratonnades, des embrouilles épouvantables. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est l'inauguration
de la figure du salaud français, du beauf ordinaire qui, par définition, est un lâche et un raciste. Un raciste qui tue à la fois des jeunes filles françaises et qui provoque des violences et des meurtres de pauvres travailleurs algériens. Le réalisateur, je voudrais en parler, c'est Yves Boisset. Yves Boisset, c'est quelqu'un qui appartient au cinéma de gauche. Alors, effectivement, Yves Boisset, c'est plutôt quelqu'un... Il a fait de bons films. Hein. Alors, c'est un vrai cinéaste populaire. C'est une gauche relative. Hein. C'est une gauche gentillette. Hein. Yves Boisset est un type plutôt courageux, libre d'esprit. Il a d'ailleurs... il est déjà passé sur Courrier du Courtoisie, sur TV Liberté. Bon, c'est un homme libre d'esprit. Il a fait le juge Fayard avec Devers. Il a fait quelque chose sur la guerre d'Algérie qui s'appelle RAS, rien à signaler. Il a fait... donc c'est le fonds de commerce de cette gauche qui n'est pas encore antiraciste à l'époque. C'est une dénonciation un petit peu des agressions de la police, un petit peu d'un fascisme rampant imaginaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est la création effectivement du français moyen qui devient un salaud. Moi, je trouve que Yves Boisset, c'est pas quelqu'un de malhonnête, il s'agit plutôt de ces scénaristes qui, eux, sont des gens un petit peu plus engagés à gauche, même si c'est des bons auteurs de polar. Donc moi j'ai envie de défendre un peu Yves Boisset qui n'est pas malhonnête. Il se trouve que l'argument antiraciste n'est pas très recevable, puisque il se trouve que ce sont des Algériens, mais ça pourrait être des Portugais, des Italiens, ou tout simplement des jeunes, ou un village rival. Moi, je voulais juste retenir la figure de Jean Carmet, qui est une figure tragique d'homme qui malheureusement tue cette jeune fille et qui traverse le film à la fois mutique et sublime. Et pour moi, l'intérêt du film, c'est un intérêt réellement cinématographique et littéraire. Hein. L'argument anti-racisme, en fait, balayons-le, il est nul et non avenu. Oui, mais Nicolas, vous êtes un peu un spécialiste du cinéma populaire français, vous le connaissez bien. Ce film va avoir un succès populaire, hein, mais avec le temps. Avec beaucoup de polémiques. Avec beaucoup de polémiques. Alors, il est effectivement, comme le disait Christophe, il est tiré d'un roman qui est écrit par Jean-Pierre Bastide et Michel Martin. Jean-Pierre Bastide est un militant d'extrême gauche. Ils ont réussi une belle victoire, un peu de métapolitique de la gauche, parce que ce film va, même si Yves Boisset, c'était pas son idée, va devenir le symbole de cette France beauf, raciste, parce que des années 70-80. Le film a échappé à Yves Boisset, mais ça c'est un grand classique du cinéma. La grande illusion, Renoir voulait faire un film antimilitariste, et ce sont ses acteurs qui l'ont amené au résultat contraire. Donc je pense que Yves Boisset, sans en être tout à fait conscient, est dépossédé de son film. Après, c'est pas un film manichéen, parce que parmi justement ces braves et joyeux campeurs, il y a aussi des gens très bien. Enfin, c'est pas... on ferait bien pire aujourd'hui. Non, mais là où c'est vrai, sur deux choses, c'est que c'est la première fois où on sent bien qu'en mai 68, l'ouvrier blanc français n'a pas rallié la Révolution, donc l'ouvrier, en fait, a trahi le peuple. Et trahissant le peuple, il a trahi la gauche. Donc on va se trouver un néo-prolétariat de substitution qui est le travailleur immigré. Après, ce qui est très intéressant dans ce film, il faut vraiment le voir, c'est un voyage dans le temps. Parce que c'est une France qui n'existe plus. Déjà, on ne parle pas d'immigration, on parle de travailleurs immigrés. Il n'y a pas de regroupement familial. Et effectivement, avec les populations locales, c'est vrai que ça se passerait mal. Il y a des crimes racistes, c'est pas une vue de l'esprit, il y a des ratonnades. Mais oui, on parle d'une France où en plus, on voit les gens qui ont peur, qui changent de trottoir, sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Montrer ce film à un adolescent de 18 ans, on va dire, mais quelle est cette planète, quoi? Quelle est cette planète? Donc, effectivement, quelles que soient les qualités indéniables du film, son propos est assez contestable, mais tous les films sont par nature contestables. Il y a un intérêt documentaire, effectivement, de voyage dans le temps, mais comme revoir un film de Max Pécasse nous en dit beaucoup sur la société Giscard-d'Estaing, Pompidolienne aussi. Oui, alors si on va à Max Pécasse, on fera un spécial Max Pécasse. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que la jeune fille qui est agressée accidentellement par Jean Carmet, qui essaye de la violer, mais il la tue accidentellement, est jouée par Isabelle Huppert, qui un an auparavant avait joué dans Les Valseuses, une gamine qui se révolte contre ses parents. Ils étaient deux sur elle. Ils étaient deux sur elle, c'était à l'époque de Vers et Depardieu. Il y a un peu une guerre de génération. La jeune fille est un peu le symbole de cette France de la fin des années 70, et d'ailleurs, vers cette France un peu beauf. Les Valseuses, c'est aussi un portrait en creux d'une France beauf, mais après... Il y a aussi un grand malentendu sur Les Valseuses, que c'est un film que la presse de gauche considère comme un brûlot d'extrême droite, et vice-versa. Moi, j'avoue que c'est ayant vu ce film à 17 ans, c'est ça qui a décidé de mon dessin politique, enfin, si dessin politique il y a. C'est grâce aux Valseuses. Ah oui, les Valseuses, ça m'a rendu d'extrême droite, oui. On aura tout entendu dans cette émission. L'écoute des Rolling Stones aussi. Thomas, un mot sur ce film ?
Je pense que c'est l'aboutissement aussi de... Enfin, c'est une des suites de mai 68 et du divorce entre le monde ouvrier ou le monde des petits travailleurs et puis de l'intelligentsia étudiante ou jeune, ou, voilà, du monde intellectuel. Et puis c'est le début de ce que Jacques Julliard avait appelé dans les colonnes d'éléments l'année dernière, avait appelé le prolétariat de substitution, où la gauche s'est trouvée un prolétariat de substitution avec l'immigré. Sur fond de démarxisation, et j'ai rien à ajouter à cela. Simplement, par rapport à Nicolas Gauthier et à Christophe Maxime, je suis surpris par votre réaction, messieurs. C'est un film raciste, censé dénoncer le racisme, mais c'est un film raciste. Tout est essentialisé dans le film, jusqu'au titre, Dupont-la-Joie. Et c'est la manière, en effet, dont les élites culturelles se représentent la France d'en bas, c'est-à-dire les petits boutiquiers, les franchouillards. Hein. C'est ce que Philippe Muret appelait l'artistocratie, c'est la contraction des artistes et de l'aristocratie. Et vraiment, ça répond à toute la... C'est la manière, c'est le nouvel indigène au fond, le petit blanc est le nouvel indigène, et il est défini et décrit selon une critériologie raciste, hein, au sens où on parlait de racisme à la fin du XIXe siècle, hein, au sens où dans les expositions coloniales, il y avait des pavillons coloniaux, quoi. C'est-à-dire qu'on accumule les perles comme on accumule les stéréotypes. C'est pas tout à fait ça. Attends, je finis. Il se trouve qu'en outre, c'est un film qui a terriblement vieilli, qui est jauni, à la couleur jaunie, où les comédiens surjouent, enfin leur rôle de limonadier poujadiste. Hein. Enfin, c'est consternant, ce film. Hein. Bon, bah, chacun se fera son avis. En tout cas, je vous recommande de revoir, parce que sur le plan des années 70, c'est quand même un film qui est très symbolique de ce qui va se passer ensuite avec... on est déjà sous Giscard. C'est toute la période giscardienne. Nous allons passer à l'année 77 et nous allons rendre hommage à la reine d'Angleterre. 77, on va traverser la Manche pour l'Angleterre. Alors, une petite question à tous, une petite question piège. Connaissez-vous Leonard James Callaghan? Non. Je crois que c'est le Premier ministre anglais de l'époque. Eh oui, mais ça bravo. fait... Bravo. Et oui, c'est le premier, ce n'est pas le frère de Harry Callaghan dans l'Inspecteur Harry. Leonard James Callaghan, c'est le Premier ministre qui était juste avant Thatcher, qui, elle, arrivera en tant que Premier ministre en 79. Margaret Thatcher, j'ai lu une information, je me suis un peu intéressé à Margaret Thatcher pour se présenter cette émission, même si 77, elle n'est pas encore Premier ministre, elle est simplement à la tête du Parti conservateur. J'ai été surpris en lisant un interview, ce que faisait Margaret Thatcher de ses vieux vêtements. François, est-ce que vous êtes au courant? Non, elle les donnait à Emmaüs. Non, elle les mettait, tout simplement. Voilà, c'était la blague du jour. Oh, bon, bref, en 77, l'Angleterre va mal. La politique économique, ils sont sous contrôle du FMI. Et c'est souvent quand un pays va mal que la musique va bien. Mon cher Nicolas, tout le monde connaît la révolution musicale qui a été le punk à ce moment-là avec les Sex Pistols. Chose moins connue, c'est qu'au départ, vous allez nous l'expliquer, c'est un coup de marketing. Vous m'avez expliqué que nous avions fait préparer cette émission, que en gros c'était le premier boys band qui a été inventé, c'est-à-dire tout a été mis en place par un personnage qui s'appelle Malcolm McLaren, qui est un Écossais, pas dire escroc, enfin aigrefin devrait suffire, qui a beaucoup lu Guy Debord, et qui, à sa façon, du génie, mais comme souvent les escrocs. Et il vit avec une dame, à l'époque, qui était un peu plus âgée que lui, aucun rapport avec notre président, qui s'appelle Vivienne Westwood, qui deviendra une couturière connue, plutôt qu'une grande couturière. Et ils ont une boutique de vêtements qui va s'appeler de divers noms. Ils vont vendre au début des vêtements de Teddy Boys. Et puis, ils se lancent dans la mode un peu sadomasochiste, latex cuir. La boutique s'appelle Sex. Et il défile, en gros, toute la jeunesse désœuvrée des quartiers pauvres de Londres. Et la pauvreté à l'époque, c'est pas du Dickens, mais c'est quand même une réalité. Et McLaren est persuadé qu'il peut lancer un groupe comme on lance une marque de lessive. Ça a déjà été le cas aux États-Unis avec les Monkees. Et parmi les gens qui voient passer, il y a deux crétins, Steve Jones et Paul Cook, qui maîtrisent à peu près leurs instruments respectifs, soit la guitare et la batterie. Et ils voient ce espèce de type qui s'appelle John Lydon, qui a les cheveux verts, qui a un t-shirt déchiré marqué « Je déteste ce Pink Floyd ». Il trouve qu'il a une bonne bouille,
et ils vont recruter un type qui est encore plus déchet que lui, qui s'appelle qui vont surnommer Sid Vicious, alors qui sera bassiste mais qui n'aura jamais su jouer de l'instrument. Et les types ont l'attitude. Et paradoxalement, comme ils ne savent pas jouer avec 2 accords et qu'ils ont l'enthousiasme, ils vont réussir à revenir aux fondamentaux, en sens ce sont des conservateurs, même s'ils sont très lookés au début. Les fondamentaux, c'est des chansons rock de 2 minutes et demie, couplet, refrain, pas de pompe, pas de solo de guitare, avec un sentiment d'urgence et d'énergie. Et pour situer l'apocalypse musicale et capillaire de l'époque, c'est comme dans des groupes qui sont des boursouflures sans nom, type Genesis ou Yes, avec des solos de flûte de Pan qui durent 3 heures. Et en France, là c'est terrible, les parents de gauche torturent leurs enfants, ils en envoient des groupes comme Malicorne, Triane, vaguement néo-médiévaux. Ange, là c'est effectivement... Vous tapez là sur Wikipédia. C'est le top. Effectivement, ils se prennent, ils ont une espèce de trip néo-médiéval, ça se passe dans des MJC, ils se prennent pour des elfes, sauf qu'ils ressemblent à des orques. Le chanteur des camps est chaud, avec des cheveux en poil de testicules qui lui tombent sur les fesses. Voilà, c'est un carnage musical esthétique. Revenons aux Sex Pistols qui arrivent évidemment, avec les Sex Pistols s'engouffrent là-dedans parce qu'ils font des chansons drôles, marrantes et provocatrices. Et le summum, c'est God Save the Queen, ça sort l'année du jubilé en 77. Alors, c'est pas une provocation gratuite, parce qu'il faut savoir déjà que le manager McLaren, qui téléguide tout ça, est écossais, et John Rotten, le chanteur, il est irlandais. Donc, ils n'ont absolument aucune raison de faire plaisir à la reine. Et ils vont faire un concert sur la Tamise, sur une péniche, ils vont se faire arrêter, ils vont essayer de faire un disque, mais ils se font virer de 4 maisons de disques en 3 mois, ce qui est absolument un record. Ils passent dans une émission des plus célèbres de la BBC, présentée par Bill Grundy, qui est un petit peu sous sur le plateau, mais eux sont encore plus bourrés. Ils s'insultent, ils se traitent de noms que je ne peux pas malheureusement répéter ici, mais le type, il perd son boulot. Le dernier contrat de disque des Pistols, effectivement, est annulé. Et il y a un type qui les sauve, qui lui aussi, qui a dû lire Les Situationnistes, c'est Richard Branson, le patron des Virgin, qui va devenir le milliardaire qu'on sait. Et là, la machine est lancée. Et c'est un boys band. Et comme les boys bands, ils vont durer le temps d'un été. Christophe, on va faire vite parce qu'on est déjà en retard. C'est quand même une révolution, le punk. Je sais que vous n'êtes pas fana, mais c'est ce qui va faire exploser la musique en Angleterre. Quelle horreur, mon ami. Moi, je suis post-punk. Je suis new wave, dark wave. Voilà. Les Sex Pistols, c'est pas le plus intéressant. Les vrais groupes punk sympas, c'est les Américains des Ramones ou éventuellement les Clash. Les Clash qui sont un peu plus sincères. Les Clash sont des gosses de riches. Les Clash, comme tous les groupes de rock anglais. Sachant que je crois que c'est Rhodes, qui était un des comparses de McLaren, qui lance aussi les Clash. Donc les Clash sont aussi un produit marketing. Donc le punk, effectivement, c'est très très court. Et les Sex Pistols, musicalement, c'est vraiment l'irruption du rebelle officiel et marketé. Hein, vraiment, c'est du commerce, hein, vraiment. Thomas, dernier mot, on va. C'est pas trop ma culture musicale, mais je veux poser la question à Nicolas. Je connais la Marseillaise en reggae de Gainsbourg. Je crois que c'est 2 ou 3 ans après. Est-ce que ça en est inspiré? Est-ce que ça n'a rien à voir? Non, parce qu'il a acheté le manuscrit original de Rouget de Lille, parce que sa façon, Gainsbourg est un patriote, et il cherche aussi une bonne idée pour faire parler de lui. Il découvre le reggae à peu près avant tout le monde. C'est Eric Clapton qui va le précéder de quelques années. Et il est à la Jamaïque, il enregistre, puis il dit tiens, le manuscrit de Rouge de Lille, et si on tentait ça? On la fera, la chanson. Et les choristes jamaïcains ne savent pas ce qu'elle chante d'ailleurs. Il a eu énormément de monde à ses concerts à ce moment-là, surtout avec des bérets verts. Voilà, c'est déjà fini. On se retrouve le mois prochain. Enfin, vous allez retrouver le mois prochain le plus d'éléments avec Olivier. En attendant, vous revoyez la petite couverture d'éléments et dans 2 ou 3 secondes, là. La voilà. Normalement, c'est ce qui est à l'écran. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner. Et puis nous, on se retrouve dans 2 mois. Bonjour chez vous.